Alors, je sais pas si vous avez pu regarder du coup un petit peu ce que je vous ai donné. Il y a pas mal de choses qui détaillent sur, déjà sur les impédances, sur les régimes transitoires du coup, sur ce que vient de dire Trito, donc sur les régimes alternatifs sinusoïdaux, et en général sur l'exercice de comportement linéaire des circuits, comme on avait vu avant les médians par exemple. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil vite fait, puis si jamais il y a quelque chose qui vous fait un petit peu tracas là-dessus, on se met tout de suite dessus, histoire qu'on perde pas de temps avec d'autres choses. Ouais, si vous regardez par exemple page 8, il y a pas mal de choses sur les études de graphique. Les études de graphique, c'est juste quelque chose à apprendre par cœur, c'est pas vraiment quelque chose à retravailler aujourd'hui, quoi. Tant qu'à faire, je vais lancer le partage écran, comme ça je vous montre ce qu'on a sous les yeux. Voilà, alors on va repasser un petit peu sur tout ce qu'il y a sur ce document. Ça peut être intéressant de revoir exactement ce que... c'est un peu un truc qui retrace tout ce que vous avez vu normalement en PSA. Donc peut-être que voilà, s'il y a quelque chose qui vous tracasse vite fait, s'il y a des exercices. Encore une fois, on est à l'écoute du channel PLS1, donc n'hésitez pas à mettre des trucs dedans. On, on est à l'écoute. Donc bon, Moi, ce que je propose, au niveau du programme, de ce qu'on peut faire, on peut faire peut-être un exercice par grosse notion importante. Ça tombe bien, le charbon, ce charbon-là, il était déjà bien détaillé. Il y avait déjà bien toutes les notions. Je pense aussi à un truc qui peut être intéressant, c'est le théorème de Millman. Moi, je sais que je galérais là-dessus. Et généralement, il y a des exercices qui valent beaucoup de points et qui sont pas forcément évidents à faire et qui utilisent le théorème de Millman. ouais, effectivement. Tiens, des fois il y avait quelque chose là-dessus, je crois que c'était un théorème de Millman en complexe. C'était sur ces choses-là, par exemple. Euh, C'était quelque chose où il y avait... je l'avais vu tout à l'heure. Ça, ouais, exactement ça. Voilà, on a par exemple un petit circuit RLC, pas trop compliqué jusque-là. Et le but d'étudier le comportement en alternatif de ce circuit-là, c'est d'utiliser le théorème de Millman pour éviter le maximum de manipulation des courants. On pourrait par exemple essayer de faire un truc à peu près similaire, si ça peut intéresser. Encore une fois, après, j'ai pas d'exemple, j'ai pas d'exercice sous la main, donc je vous invite à lâcher ça si vous avez quelque chose, même du TD, ni même de quoi que ce soit, mais voilà, nos archives à nous, elles sont assez vieilles, quoi. Si t'as quelque chose Tritoon aussi, je suis preneur. Non, j'aurais bien aimé dire ah tiens, on va reprendre le final de nous, mais ils nous l'ont pas donné. Ah, c'est pareil pour nous aussi. Pas plus de choses que ça, ou tout le monde est un peu trop timide? Si ça se trouve, personne n'a rien en fait. On peut essayer de créer des exercices en soi. Ouais, si t'as de l'imagination, n'hésite pas, hein. J'en ai. Alors. Donc, on peut essayer de faire quelque chose d'assez simple en soi. Bon, ça va être sale, mais imaginez juste que je dessine bien. Donc, on peut dire qu'on a une tension d'alimentation. Ça va être vraiment sale, hein. UE. On a une résistance ici. Bobine. Et condensateur juste là. Et donc le but, par exemple, c'est essayer d'étudier la tension de sortie ici. US. Donc US de T. Et d'obtenir donc ces composantes, ces composantes complexes dans la convention de notation complexe qu'on utilise en électricité. UE de T et US de T. Si on dit que UE de T, c'est une sinusoïde classique, alors c'est là qu'il va falloir que je commence à écrire autre part. Alors. Là. Hop. Donc,
On va poser une UE assez classique. Donc UE. Ah, j'ai pas des trucs déjà sur mon petit charbon. Comme ça, je peux récupérer. Je sais plus. Peut-être par là. Peut-être. Bon, n'hésitez pas à garder ça sous les yeux en tout cas. 230 racine carrée de 2, facteur de cosinus, et après on met des valeurs au pif. 230 racine de 2. Cosinus de. Bon, on va garder oméga parce qu'on va pas trop s'embêter. Oméga t plus phi. Ça, c'est l'expression sinusoïdale ultra basique. Je vais monter un petit peu la taille. Voilà. On peut même remplacer le 230 racine de 2 par l'amplitude. L'amplitude, on peut dire que c'est juste U. Donc c'est plutôt... Ouais, comment on l'appelle l'amplitude? On va dire A. A cos oméga t plus phi. Ça, c'est la forme typique sinusoïdale. Là, on est en réel. Si on passe en complexe, on va utiliser l'équivalence avec l'exponentielle. Donc complexe, bon là je vais mettre la barre, mais je la mettrai pas toutes les fois. Ça devient... Petit rappel en maths. Vous savez, le nombre imaginaire en maths, c'est i. Donc là, faut pas confondre. On n'utilise pas i, on utilise j parce que i, c'est déjà réservé. Mais du coup, niveau mathématique, il y a 3 manières d'écrire un nombre complexe. Il y a celle du lycée, z égale a plus jb. La forme exponentielle qui s'appelle la forme polaire que Pastek est en train d'écrire. Et la forme trigonométrique que l'on va utiliser ensuite, qui fait apparaître 2 fonctions, une fonction cosinus et une fonction sinus. D'où le fait qu'on peut traduire une sinusoïdale, une non sinusoïdale par des nombres complexes, puisque cos et sinus, c'est les fonctions trigonométriques. Exactement. Alors c'est bien vu, donc je vais noter juste ici, comme ça peut aider. Donc avec ça, on a une définition complète de tout ce qui permet d'écrire la tension qu'on utilise. Donc la version sinusoïdale réelle, c'est celle qui apparaît sur un oscilloscope. La version complexe polaire, c'est celle qu'on utilise le plus pour faire des calculs avec des impédances, parce que c'est facile à multiplier, c'est facile à additionner des décalages, des déphasages. La complexe trigonométrique, c'est celle qui sert vraiment de passerelle en fait. C'est celle qui nous permet de dissocier la partie réelle, la partie complexe, et en fait, pour passer la partie réelle à la partie complexe, c'est juste qu'on ajoute le j sinus de oméga t plus phi. En fait, il fait qu'on passe en 2 dimensions, mais en réel, enfin en termes de physique, on considère toujours que la partie réelle. Donc ces trucs-là, c'est juste un moyen de manipuler plus facilement des équations trigonométriques absolument horribles si on voulait faire ça en réel. Voilà. Donc on va se baser sur cet exercice-là. On va dire, par exemple, on va faciliter un peu les choses. On va commencer par dire que phi est égal à 0 ici, pour proposer quelque chose d'assez simple, et pourquoi pas oméga. Donc oméga, c'est la pulsation. Oméga égale... je vais juste le noter ça, parce que ça peut toujours aider. C'est 2 pi f, oméga. Toujours se rappeler de ça. On va dire que c'est 2 pi fois 50 par exemple. 50, c'est toujours la fréquence du réseau français. Si on vous donne pas la fréquence, prenez 50 en général. C'est toujours la valeur de base. Donc, à partir de ça, on peut établir déjà... Non, c'est des océans, hein, donc les valeurs, elles sont données. Si on ne donne pas les valeurs, vous pouvez pas avancer. Donc vous aurez de toute manière des valeurs pour phi et qui est le déphasage et la fréquence, pour pouvoir calculer oméga. Parce que sinon, dans un exercice classique, pourrait ne pas vous donner les valeurs numériques et vous demander juste de travailler avec des valeurs littérales. Ouais, Des expressions littérales avec juste sans valeur numérique. C'est bête qu'on n'ait pas d'exemple juste là, mais ça arrive qu'il y ait des ECA avec des expressions littérales à développer, et à la fin de l'exercice, on vous donne la forme de telle chose, c'est A cos oméga t plus phi, donné A oméga et puis phi. Donc ça peut être typiquement Attention un genre de truc aussi à bien travailler quand vous travaillez au brouillon. Pensez bien à ne pas commencer à inclure des nombres de partout. Développez bien vos expressions, écrivez-les bien, et à la fin, quand vous êtes satisfait avec l'expression que vous avez, que vous pensez j'ai la bonne expression, là vous commencez à remplacer par des nombres. Parce que sinon vous allez vous y perdre. Commencez par remplacer par des nombres, donc il y a
et des coefficients qui apparaissent et des coefficients qui sont pas remplacés. Vous savez pas ce que vous avez déjà remplacé, ce que vous avez pas remplacé, et à la fin on s'y repère. Donc toujours travailler au niveau de la méthode sur Brouillon, même si on vous demande une valeur numérique, toujours travailler en littéral. Donc c'est ce qu'on fait là. Je soutiens totalement ce que tu dis, surtout que ça arrive assez vite que on détermine des choses avec la calculatrice. Même si on garde des chiffres significatifs, ça peut arriver de manquer un chiffre. Et c'est comme ça que je me suis déjà pris pas mal de points sautés parce que sur un ECA, le fait de rater une décimale, ça pardonne pas. Donc faites attention à ça aussi. Bon, on va pouvoir commencer. Alors, sur cet exercice-là, on a 2 dipôles réels en série et un condensateur juste ici en dérivation. En soi, utiliser le théorème de Millman ici, c'est pas Alors ultra non, pertinent, mais on va le faire quand il est même. en série aussi. En soi, oui, il est en série. Alors, en dérivation par rapport à US. Mais ça veut dire que ce qu'on va chercher à obtenir, c'est le point entre L et C. J'aurais dû nommer ce point, vous savez quoi, je vais le faire tout de suite. Donc ici, on va dire que on a le point A. En vrai, attends. Histoire de rendre vraiment la chose pertinente, on va rajouter une bobine ici. L, voilà. Donc là, ce sera vraiment pertinent d'utiliser le théorème de Millman. Donc on a le point A. Le point A, c'est tout ce qui concerne cette branche juste là. Bon, ça se voit peut-être pas trop, mais c'est pour dire que ça peut être tout ce qui connecte la fin de cette inductance juste ici, le début de ce condensateur et le début du point de l'inductance qu'il y a juste là. C'est pas juste le point qui est ici, par exemple, juste le point là, c'est tout le fil. Ça, c'est un truc, c'est une petite gymnastique qu'il faut toujours faire en PSA. C'est qu'un potentiel, c'est une ligne complète, c'est pas juste un point. Parfois, ça peut bloquer quand on est dans des exercices où ça devient un peu compliqué. Donc là, on va chercher le potentiel au point A. On va appeler ça VA. VA, et on va le définir par le potentiel de Millman. Je vais réécrire juste là en soi. On va pouvoir faire notre petite Je te répondrai, mais je vais être mute, désolé. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner comment est-ce que je peux définir VA avec Millman? Si tu veux, Tritoun, tu peux commencer à décrire. Ah non, je te dis, Millman, je maîtrise pas trop. Ah Ça, je te d'accord, laisse ouais, faire. ok, je vais commencer. Alors, Millman, c'est le principe de prendre chaque branche une par une. Si on regarde le schéma juste ici, on a 3 branches qui sont connectées au point A. On a la branche RL, on a la branche C et on a la branche L. Donc ce qu'on va considérer, c'est à chaque fois les impédances de chacune des branches. Et suivant où c'est qu'on est dans la fraction, il va falloir la multiplier par quelque chose, ou parfois il va pas falloir considérer ça. Donc on va commencer par en bas. Quelque chose qui m'a souvent fait défaut, c'est que j'ai oublié des choses qui est en bas. Donc, première chose qu'on va faire en bas, c'est additionner chaque inverse de chacune des impédances. Donc je vais avoir déjà 1 sur l'impédance du dipôle RL. Ensuite, j'ai 1 sur l'impédance du dipôle C, plus 1 sur l'impédance du dipôle L. Ça, c'est déjà la première base. Première chose qu'on peut faire sur un potentiel de Millman, c'est utiliser toutes les impédances qu'il y a sur chaque branche. Donc là, on a RL, on a C et on a L. Et on additionne chaque inverse en bas de la fraction. Ça, faut jamais l'oublier. Et au-dessus, on va faire la même chose, sauf qu'on va considérer, à la place du 1 de l'inverse, on va considérer les potentiels qu'il y a au bout de la branche. Je vais commencer par la branche RL. On voit qu'au bout de la branche RL, il y a le potentiel UE. Peu importe ce que c'est au temps t où je le prends, ce sera toujours UE. Donc je vais faire simplement UE divisé par l'impédance de la branche RL. Et à ça, normalement, j'additionne du coup la même chose, mais pour les autres branches. Donc pour la seconde branche, C, quel potentiel j'ai au bout? Si je pose une masse juste en bas de UE, c'est 0. Donc je vais mettre 0 divisé par ZC, plus même chose après, du coup ça devient 0 divisé par ZL. Et donc avec ça, en fait, on se rend vite compte qu'au-dessus, ça simplifie assez vite. Et le potentiel de Millman, il dit au final qu'on a juste quelque chose qui dépend de UE et uniquement du reste des impédances. Avec ça, on va commencer à développer et on va commencer par écrire les impédances équivalentes. Donc, les impédances, si vous regardez dans le document que je vous ai lâché, elles sont marquées, si je me trompe pas, un peu plus au-dessus. Voilà, juste là. Page 3. Donc la lodome, elle est tendue aux impédances quand on utilise les complexes. Les complexes disent qu'une impédance équivalente à une résistance, c'est R, à une bobine, c'est JL oméga, et un condensateur, c'est 1 sur JC oméga. Et là, j'ai fait une grosse erreur. Je crois que quelqu'un me l'avait remarqué. Bon,
faites attention à ça, c'est 1 sur JC oméga pour ZC. Et je pense que vous l'avez assez vu, donc ça devrait pas être une grosse nouvelle. Donc grâce à ça, on peut utiliser les équivalences et puis déterminer les impédances de chacune des branches. Donc pour ZC, c'est simplement 1 sur JC oméga, on vient de le dire. 1 sur J oméga C. C'est peut-être mieux de grouper J oméga à chaque fois. Pour ZL. Pour Ouais. transformer l'expression, moi ce que je vais conseiller, là, la grosse fraction qu'on a juste en haut, sortez le UE sur ZRL, donc sortez le numérateur, mettez-le en facteur, comme ça vous vous retrouvez juste avec l'inverse des inverses d'impédance. Ouais, bien vu. Je vais faire ça tout de suite. Comme ça vous évite d'avoir une fraction qui est monstrueuse. Parce que justement, l'impédance complexe va encore faire apparaître des fractions, donc vous aurez à avoir un numérateur plus des dénominateurs qui sont eux-mêmes à l'inverse, et donc vous allez avoir des inverses d'inverses d'inverses. Pas très compréhensible. Et enfin, pour ZRL, bon, ça va pas être compliqué, c'est ZR plus ZL, parce que c'est en série. Donc quand on est en série, on additionne les impédances. Je vous apprends rien, c'était vraiment le tout début de PSA, ça. Donc on a simplement R plus J oméga L. Et donc avec ça, on a toutes les inconnues de notre équation qui est juste ici. Il manque plus qu'à les résoudre. Donc je vais remplacer tout ce qu'on a là. ZRL, ça devient R plus JL oméga. Ici, pareil. Après, je vais me rendre compte que ça va être un petit peu chiant à regrouper, mais c'est pas grave. 1 sur ZC, là on peut directement le remplacer par J oméga C. Et 1 sur ZL, c'est 1 sur J oméga L. C'est pour ça qu'il faut souvent remplacer par des inverses. Une fois qu'on a des inverses, on peut faire pas mal de simplifications. Ça peut aider. Alors, donc VA, en fait, il se trouve que c'est tout simplement US. Si je pose une masse en bas de UE, en fait, on a tout simplement US égale A moins le potentiel qui est ici, donc 0. Donc en fait, US égale VA. Donc je vais marquer avec US égale VA. On peut simplement définir l'équation ici. US égale UE fois tout ce tas d'inverses. Et c'est avec ça qu'on a l'équation finale, en tout cas en termes de transformation, qui nous permettra de déterminer l'expression de US de T, donc de US complexe. Imaginez qu'il y a des barres en dessous de chacune des valeurs complexes ici, mais bon, imaginez que c'est un peu relou à écrire. Donc maintenant, pour déterminer complètement US, il va falloir qu'on détermine le déphasage du coup qui est induit par le circuit, donc le déphasage phi, et du coup aussi il va y avoir aussi un facteur de réduction d'amplitude, et l'amplitude on va l'appeler B. Il faut aussi que j'écrive parce que j'ai peut-être pas bien défini. S'il est en train de faire ça, c'est parce que nous, on veut, je vous rappelle, une tension sous la forme amplitude fois cosinus d'oméga t plus phi. On veut une tension sous cette forme-là. C'est donc pour ça qu'on cherche le déphasage et l'amplitude ici. Voilà. Donc ça peut paraître de se dire comment est-ce qu'on va faire le lien entre les deux, et vous embêtez pas. Calculez sur la calque cette magnifique fraction, et la calque elle va vous retourner à un nombre complexe. Et c'est Voilà. ce nombre complexe-là dont vous allez transformer l'expression pour justement retrouver US. Bah c'est ça en fait. Tout ça, c'est un bloc de l'impédance totale du circuit qu'on pourrait convertir comme si c'était Z, genre un grand Z. Et grand Z, c'est un nombre complexe, du coup, comme on le voit, il y a un peu des J partout. Et donc là, on l'a sous une forme qui est un peu horrible à calculer, mais si on cale ça dans la calculatrice vraiment premier degré, la calculatrice, elle va sortir tout ce qu'il nous faut en termes de amplitude et déphasage. Et en fait, c'est tout ce qui nous suffit pour avoir du coup les sorties sur US. Si je transforme un petit peu plus l'équation, je pourrais dire par exemple US divisé par UE égale tout ce qu'on a là. Et donc maintenant, en fait, c'est juste qu'il y aurait à rentrer ce truc-là dans la calculatrice, si vous en avez une, en tout cas, j'espère que vous l'avez. Et en rentrant ce truc-là, elle va simplement vous renvoyer un nombre complexe qui se rassemble à quelque chose qui ressemble à une forme polaire. Donc en fait, c'est comme si ça se rassemblait à module de Z. Bon, je vous spoil un petit peu. Du coup, la partie qui est devant, c'est le module.
fois exponentielle de j rien du tout. Il y aura pas de oméga t. Par contre, il y aura un phi. Donc ça fera j fois phi. Et en fait, ça, c'est l'impédance du circuit. Une fois que vous avez ça, vous avez tout gagné. Parce que donc là, on est sous forme complexe. Mince. On est sous forme complexe et en transformant ce qu'on a juste ici, on aura simplement à décortiquer mathématiquement comment fonctionne cette équation-là et on aura tout ce qu'il nous faudra pour calculer US. Je m'explique. Si on considère toute cette équation-là dans le terme réel, on a simplement US divisé par UE qui vaut module de Z. US divisé par UE dans le module de Z, donc si je dis en réel, ça c'est simplement en fait la valeur efficace ou la valeur pic de l'amplitude de US divisé par la valeur pic ou la valeur amplitude de la tension d'entrée qui nous vaut l'impédance sous sa forme modulaire du circuit. Et donc en fait c'est ce qu'on cherche à obtenir de tout ça. Et donc obtenir le module d'un énorme nombre comme ça, il se trouve que ce sera assez simple parce que les modules ils peuvent se distribuer dans les fractions. Donc premièrement, Remarque, il l'a bien écrit. Le module, c'est important que ce soit en réel. Si vous commencez à écrire le module, c'est 2i ou 2j, c'est qu'il y a un problème. Parce que géométriquement parlant, dans l'espace, un module, ça correspond à une longueur. Et une longueur, c'est un nombre réel positif. exactement, Donc, bien vu. Et donc, module. si vous voulez faire le module d'un nombre complexe, vous pouvez utiliser la calque, elle le calcule. Sinon, le plus simple, c'est peut-être de passer en forme algébrique, soit forme z égale a plus ib, et ensuite le module c'est tout simplement la racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc je vais calculer tout ça. Bon, je vais faire petit à petit à la main quand même pour vous montrer un petit peu comment ça se développe, parce que c'est pas mal de voir aussi comment on peut manipuler les complexes. Donc le module de z, c'est le module de toute cette immense fraction que j'ai juste là. Et le module de cette immense fraction, c'est le module des deux fractions qu'on a l'une sur l'autre. Donc le module de cette fraction divisé par le module de la fraction qui est en dessous. Enfin, de la partie dénominateur. Donc en fait, on peut simplement distribuer petit à petit les modules en utilisant cette propriété d'extension. Alors, il se trouve que pour la partie du dessus, c'est pas compliqué. On aura du coup... comment je vais faire ça ? Ça fera 1 divisé par le module de R plus J oméga L. Et en dessous, par contre, il va falloir développer un peu plus, parce qu'on peut pas utiliser le module en le transmettant sur une somme. Ça se fait pas. Donc à ce moment-là, alors comment est-ce qu'on peut faire ? Réflexion intense. Quelqu'un a-t-il une idée ? Si, je suis toujours à l'écoute, bien évidemment. Tu calcules déjà cette expression-là, et ensuite tu passes au module. Tu transformes pas l'expression du module là-dedans. Pour moi, c'est le plus simple. C'est-à-dire ? Tu passes à une application numérique pour avoir un nombre complexe sous la forme a plus jb. Et là, tu peux calculer le module beaucoup plus facilement. Ouais, effectivement. Alors on peut raccourcir directement, comme il a fait. Donc il a dit, tout ce qu'on a ici, au lieu d'essayer de développer les modules, on peut directement transformer ce truc-là en A plus JB. Une fois qu'on a A plus JB, on le passe aussi dans la calculatrice, tout est résolu. Si on résout tout à la calculatrice, bien évidemment, ça se fait assez vite. Après, il faut juste se souvenir que le module de n'importe quel nombre, si j'appelle un nombre genre Y, le module d'un nombre Y, c'est la partie réelle de Y au carré, multiplié plus la partie complexe de Y, le tout sous une racine. C'est une distance pythagorienne en fait. Donc c'est simplement un développé et à chaque fois qu'on a un module ici, on peut le développer. Donc en fait, développer le module sur les fractions, ça peut permettre de faciliter un peu plus les calculs. Après bon là c'est quand même un peu chiant. Je vous avoue que l'exercice n'est pas non plus ultra fait pour être simplifié. Mais bon, c'est au moins pour montrer un bon exemple de comment est-ce qu'on sert la distribution des modules. Essayez de simplifier au maximum vos expressions, mais si la simplification elle devient absurde,
Comme là, quand on passe à la valeur absolue, vous embêtez pas, hein. Vous pouvez calculer directement. Mieux vaut en général se servir de l'outil de la calculatrice, c'est assez rapide. Et en ECA, on n'a souvent pas le temps, donc faut vraiment se baser là-dessus. Donc pour le déphasage, donc là on cherche phi. Phi en fait, c'est l'angle qui est induit entre la tension de sortie et la tension d'entrée. C'est quelque chose qu'on peut revoir ici probablement. J'ai dû faire des petits dessins, genre là, peut-être. Je sais plus où. Bref. Donc phi, l'avantage du phi quand on est en complexe, c'est qu'il s'additionne simplement quand on a des multiplications. Donc ça aussi, ça peut aider. Si on a e puissance j fois un certain angle, par exemple alpha, multiplié par un autre nombre e puissance j, je sais pas, j bêta, et bah simplement la résultante, c'est par définition d'exponentielle en fait, ou des exposants, c'est e puissance j alpha plus bêta. Et cette propriété, elle est assez simple, mais c'est un truc dont il faut utiliser, qu'il faut vraiment utiliser souvent pour simplifier ce qu'on va faire à la calculatrice. Parce que taper ce truc-là à la calculatrice, c'est 3 fois plus long que de faire ce qu'il y a juste ici. Et à défaut, ça peut résoudre des problèmes assez rapidement et assez simplement. C'est aussi, accessoirement, un des arguments majeurs de pourquoi est-ce qu'on utilise les complexes. Grâce aux propriétés de l'exponentielle qui nous simplifient bien des calculs. Parce que multiplier des cosinus et des sinus entre eux, ça fait apparaître des formules de trigo, c'est l'horreur. Alors qu'on passe à l'exponentielle, ça simplifie très bien, on a une seule exponentielle, on n'a pas 1200 cosinus et sinus. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître les formules aussi. C'est ça. Je suis en train de regarder un peu dans ce que j'ai donné pour voir s'il n'y a pas des petits exemples de ça. Mais en fait, je viens de me rendre compte qu'il y avait un exercice à peu près similaire. Laissez-moi juste rouvrir le truc. Ok. Alors ici, on avait un exemple assez basique. C'est un exercice juste RL. Et donc le but, c'était par exemple de déterminer UR ou UL. Si on part simplement de la définition en restant dans les réels, en fait, on est obligé d'utiliser les dérivés, par exemple. Ce qui est un peu relou. Mais dans le complexe, c'est plus simple. En utilisant les complexes, on a juste à additionner des déphasages ou alors multiplier des modules. Et donc, c'est ce qui permet de faciliter les choses. Si on regarde ici, par exemple, là, je suis parti un peu trop dans les délires de dérivés, mais voilà. Typiquement, ce qu'on a ici, on a un courant complexe. C'est le module de la tension complexe divisé par le module de l'impédance de RL, multiplié par l'exponentielle de oméga t. Donc ça, c'est un truc qui est issu de la tension, moins l'argument de l'impédance complexe du circuit. Et c'est comme ça qu'on additionne tout. Peut-être qu'on peut essayer de refaire quelque chose d'aussi simple. Alors après, je vais le remettre d'ailleurs dans les ressources. Ça peut peut-être aider. C'était aussi quelque chose qui était relié à l'année dernière, donc ça fonctionne relativement bien par rapport à ce qui vous serait demandé en fait. Voilà, je vous mets ça dans les ressources. Il va falloir que je le convertisse avant de l'envoyer. Bon. En attendant, est-ce qu'il n'y a toujours pas de supposition pour ce qu'on pourrait faire par rapport au TD? Si quelqu'un a le TD, en vrai, ça pourrait déjà pas mal nous aider. Moi, le poly, je l'ai. Je n'ai pas les corrections, mais j'ai le poly TD si tu veux que je l'envoie dans ressources. Eh ben, je suis chaud. On pourrait regarder un truc un peu de fin de TD, ça pourrait aider. Voilà, c'est bon, vous l'avez. Ça, c'est quelque chose qui retrace vite fait comment on utilise les complexes dans les circuits. Ah, c'est drôle, ça fait genre 1 an qu'on n'est plus en PS1, mais on a encore accès à Moodle. C'est vachement bien.
Moi, c'est toujours la même chose, j'ai encore accès à des trucs de MTA ou des choses comme ça. Bon, c'est Moodle, là. Alors, on va prendre le poly. Est-ce que tout le monde, quand même, on n'a pas fini l'exo, mais est-ce que tout le monde a compris et peut nous confirmer que vous savez terminer l'exercice? Ou est-ce que vous voulez qu'on détaille jusqu'à la fin? Moi, j'imagine que c'est bon, hein. Alors, Ça va. on va prendre surtout la fin du TD. Alors, si vous reconnaissez 2-3 trucs comme ça, n'hésitez pas à interrompre. Donc là, on avait quelque chose sur les analyses de courbes. OK. Vecteur de Fresnel. OK. Ah bah voilà ce qu'on était en train de faire. Alors voilà un exercice que vous allez probablement avoir en finale. C'est ce genre d'exercice où il y a 2 ponts diviseurs et une tension de sortie qui est entre les 2 ponts, les 2 ponts. Donc ça, on va le faire en pratique parce que ça peut être vachement utile. Et c'est, je pense qu'il y a des chances que ça tombe aussi. Je crois qu'on était là. OK. Donc, on a un circuit déphaseur. On considère un circuit servant, on applique une tension VE et on prélève la tension VS. Les deux résistances valent R, deux condensateurs ont la même capacité C. Exprimer VS en fonction de VE, RC, oméga. Alors, donc là, le problème, il est apparemment compliqué, mais en fait pas si compliqué que ça. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on pourrait le résoudre? Est-ce que quelqu'un a une idée de comment commencer? Bien évidemment, on a les channels sous les yeux. Ce qui est bien, c'est que tu as dit qu'il faut faire un pont diviseur de tension, donc je suppose qu'on va partir de là. Ah, c'est clairement... celui-là, on l'avait fait Et en déjà, le TD. point de départ, c'est peut-être d'exprimer les tensions avec lesquelles on travaille, d'exprimer les tensions sur le Ouais, bien vu. schéma. La VS? Rapidement, la VS, c'est quoi, du coup? C'est la différence de tension entre les deux côtés. Ouais, c'est ça. Ok. C'est la différence de potentiel entre le point milieu entre R et C et le point milieu entre C et R ici. Donc, en vrai, je vais faire un petit dessin dessus, peut-être. Ça C'est devrait trop pas être égal bizarre, à 0? comme c'est écrit. Normalement, c'est égal à 0. C'est égal à 0, tu dis? Bah, si tu regardes, si jamais le courant commence à passer dans R avant, avant le condensateur, ça veut dire que tu as la même tension, dans tous les cas, tu as la même tension entre les 2. En fait, peu importe par où il passe le courant, tu as la même tension au milieu des 2. Je suis pas d'accord. Je Tu suis as la pas même d'accord non plus. tension aux bornes de la résistance et du condensateur, mais vu qu'on a deux, effectivement, en parallèle, ça marche. Mais là, on a de chaque côté des branches une résistance et un condensateur qui sont en série. Donc la tension de la résistance dans la première branche et la tension du condensateur dans la deuxième branche ne sont pas les mêmes. Donc tu peux pas dire que VET, qui a une Ah oui, différence de potentiel entre le point A et le point B qui est égal à 0 puisqu'on n'a pas les mêmes dipôles, donc on n'a pas forcément les mêmes tensions. c'est vrai. Mmh. Typiquement, on pourrait faire un petit exercice vite fait, qui s'inscrirait aussi dans ce que vous devez savoir faire en PSA. C'est imaginer que, par exemple, VE de t, que ce soit une constante. VE de t égale K, par exemple. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle différence de potentiel on aurait ici? Alors n'hésitez pas à feuilleter un petit peu le document que je vous ai donné sur le charbon de l'année dernière. Vous aurez quelques réponses dessus. Je vous laisse réfléchir un petit peu à ça. C'est l'une des questions les plus à la fois évidentes et techniques à résoudre. Si quelqu'un a une idée, bien évidemment, on a le sous les yeux.
J'ai peut-être une idée. Si la tension elle est constante, elle ne dépend pas du temps. Alors Exact. le courant, ça va être la dérivée, de la tension. Donc la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Donc moi, je pense qu'il y a un rapport entre le fait que ça, ce soit constant et le courant qui va passer. Ouais, c'est ça. Alors, je vais prendre exactement ce qui est écrit sur le document que je vous ai envoyé, le Révi Charbon. Juste ici, là, il y a une écriture de ce que valent ces formules. Alors, effectivement, cette formule-là, juste en dessous, elle est un peu cannée. Imaginez bien qu'ici, c'est 1 sur JC oméga. N'hésitez pas à corriger sur le vôtre si jamais vous l'avez. Il va falloir que je corrige ça aussi. Donc, ici, là, on a un tableau qui représente comment se comporte chaque composant suivant en quel régime on est. Si on est en régime établi, pardon, il y a un certain comportement qui dépend du temps. Si on est en régime qui est transitoire, c'est-à-dire au moment où tout est en train de changer, c'est exactement l'inverse et les composants se comportent différemment. Donc typiquement, c'est le principe des impédances en fait. Si on a une fréquence qui tend vers 0, ça veut dire que les choses n'évoluent pas. Donc par exemple que la tension est une constante. Si on met une tension supposée constante au moment de résistance, la résistance ne va pas bouger, ça reste une résistance. La bobine par contre, elle va devenir un fil droit parce que du coup, comme oméga tend vers 0, alors JL oméga tend vers 0, donc l'impédance de la bobine tend vers 0, et une impédance c'est par définition quelque chose qui résiste. Si quelque chose qui résiste tend vers 0, ça veut dire qu'il ne résiste pas, donc c'est comme si on mettait un fil en fait. Donc une bobine devient un fil. Par contre, un condensateur, il fait l'inverse. C'est exactement l'inverse en fait, c'est 1 sur JC oméga. Si oméga tend vers 0, alors tout ça, ça tend vers plus l'infini. Donc, le condensateur, à basse fréquence, donc en régime établi par exemple, a une impédance qui tend vers l'infini. Donc, comme si on avait un fil ouvert. Moralité. Je reprends l'exercice que l'on a jusque-là. Si on dit que VE égale une constante, alors en fait, c'est comme si on se disait que les condensateurs, comme on est à basse fréquence, ils deviennent d'impédance infinie. Donc c'est comme si ici on avait un fil ouvert. Là, pareil, on a un fil ouvert ici aussi. Moralité, si on a VE, si on a du coup K entre ce point-là et ce point-là, admettons qu'ici ce soit le 0 volt, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la différence potentielle VS? VS égale VE, c'est ça. Bien vu, Dado. En fait, du coup, on a un fil ouvert ici, donc il n'y a pas de courant qui circule dans la résistance, donc c'est comme si c'était un fil. Donc ça veut dire qu'ici, on a le même potentiel jusque-là, jusqu'au point A, et jusqu'au point qui est juste ici aussi. Et donc pareil pour ce qui est en dessous, on a le même potentiel jusqu'ici, et jusqu'ici aussi. Donc en fait, le point B, il vaut 0 volt, et le point A, il vaut VE. Exercice inverse. Si on a un comportement qui est exactement opposé à ça, donc par exemple que on a un interrupteur ici, je dirais, voilà, on a un interrupteur. Et cet interrupteur, voilà, jusque-là, on a VE, ici, on a une certaine valeur de tension. Et cet interrupteur, il va fermer tout ça. Et d'un coup, on a une grosse variation. Qu'est-ce qui va se passer? Je retourne ici. On a une grosse variation des grandeurs. Donc ça veut dire, en fait, c'est qu'on est dans un régime transitoire. Et donc, l'impédance du condensateur, elle va tendre vers 0, puisque la fréquence tend vers l'infini. Donc forcément, à ce moment-là, on va avoir des fils. Donc on va avoir un fil ici, on va avoir un fil ici. Et donc, c'est comme si ici on était connecté au 0 volt, comme si aussi on était connecté à VE. Donc à l'instant T0+, on va avoir du coup VS égale moins VE. Et au fur et à mesure du temps, ça va s'aplanir selon une exponentielle descendante, ça vous le connaissez. Par la décharge des condensateurs. C'est VS égale VE tout court plutôt. Si tu veux pas. Sinon ça fait un. C'est pas comme si tu retirais des volts. Comme si tu retirais du potentiel, plutôt. Si? Si VA égale 0 volt et si VB égale plus VE, parce que là il est connecté au plus. Dans ce cas, oui. Dans ce cas, oui, voilà. Là, je parle bien de l'instant où on est à l'instant T égale 0+, au moment où on vient de fermer l'interrupteur. Donc, au tout début, on aura du coup VS égale moins VE, donc c'est vrai que c'est dans l'autre sens du coup. VS égale moins VE. Puis ensuite, il va s'aplanir petit à petit vers 0 volt, puisque les condensateurs vont se décharger. Donc, maintenant qu'on a fait ça, donc c'est juste un petit aparté pour revoir un petit peu les comportements transitoires des circuits. Rappelez-vous de ça, le comportement transitoire. Apprenez ultra fort ce tableau, et une fois que vous l'avez appris, tout est bon.
c'est quelque chose qui vous sera fortement demandé, je pense. S'il y a un exercice qui vous demande ça en tout début, par exemple, ça vous permet d'avancer très vite sur l'exercice et de savoir comment le circuit va se comporter en général, suivant qu'est-ce qui va se passer. Ça permet aussi de vérifier vos calculs. Maintenant, on va passer vraiment au cœur du circuit. Il est temps de commencer un petit peu. Donc, pas besoin de définir exactement ce que c'est que VE ou VS. L'important, c'est que ce sont des grandeurs qui varient en fonction du temps. C'est tout ce qu'on me dit. Hein. On prélève la tension VS, on a un VE de T, donc forcément c'est quelque chose qui varie en fonction du temps. Peu importe ce que c'est, on peut définir la relation entre VS et VE, quel que soit VS ou VE. Donc là, on va commencer à réfléchir avec les circuits. Est-ce que quelqu'un peut me donner, par exemple, comment on peut définir le potentiel VB? Si on fait un point en haut du condensateur, et ben on se souvient que un potentiel, enfin une tension, c'est une différence de potentiel entre deux points. Ce qui veut dire que VS, ça va être le potentiel au point B moins le potentiel au point en haut. Et donc le potentiel VE, je dirais. VE de T. Alors, plus ou moins. Tu t'es un peu trop compliqué la tâche. En fait, là, la situation elle est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Le potentiel VB, il est simplement défini par la tension qui est juste ici, là. C'est VE si je moins peux- RB, du coup. Ouais, voilà, en fait, VB. Ah non, en fait, non, on va pas se baser sur les courants. Là, on reste vraiment hors courant. Ok. VB, c'est un différent, c'est un pont diviseur de tension. Donc là, on va avoir VB qui sera en relation avec VE juste ici et l'arrangement des composants qui est juste là. Il se trouve que on est en complexe et donc VB est complexe. Je vais noter juste une fois, mais vous aurez compris qu'on est toujours en complexe dans ce genre de circuit qui varie en fonction du temps. On va se dire que là, on a un pont diviseur de tension. Donc, marquez juste là, pont diviseur de tension entre le condensateur et la résistance. On prend la tension de la résistance. Donc, rappelez-vous des formules des ponts diviseurs. Donc, je vais revenir ici un peu sur les révisions. Je crois que c'était marqué au-dessus. Je sais plus où c'est que c'est. Voilà, pont diviseur de tension. Donc là, la formule qu'il faut vraiment ultra bien retenir, c'est cette formule-là. C'est que si on a un gros pont diviseur de tension avec n'importe, enfin vraiment, on peut compter autant de composants qu'on veut, que ce soit des condensateurs, bobines, etc. Et ça fonctionne aussi en complexe, hein, ça fonctionne avec que des résistances ou avec des complexes. La tension aux bornes de la résistance R1, par exemple, dans le pont diviseur, c'est la tension totale du pont multipliée par la valeur de R1 divisée par la résistance totale de toute la branche. Là, je prends des impédances, donc c'est la même chose que des résistances en soi. Donc ça veut dire qu'ici, je vais avoir VB égale la tension totale du pont, c'est VE en fait, VE minuscule, multiplié par la division de la résistance qui est concernée, c'est R du coup, divisé par l'impédance totale de toute la branche. En vrai, je vais peut-être pas marquer R, je vais plutôt marquer ZR. Ça, je suis pas trop en train de mélanger les trucs. C'est ZR divisé par ZR plus ZC. C'est la somme de toutes les impédances de la branche. Et si je voulais prendre la tension du condensateur, j'aurais fait ZC divisé par ZR plus ZC. Moralité. Je vais convertir les impédances. ZR, c'est quoi? C'est R. Pareil ici. Et ZC, c'est 1 sur J oméga C. Je vais les garder comme ça pour l'instant. Et donc maintenant, je vais faire la même chose avec VA. Juste ici, je copie la formule, c'est pas anodin, en fait, c'est exactement la même situation. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'expression de VA selon le circuit qu'on a juste là? VA en fonction de VE et puis résistance condensateur. Bon alors, je vais le faire si vous voulez bien. Ici, ce qui nous concerne, c'est le condensateur. VA, en fait, c'est la tension qu'il y a entre la résistance et le condensateur, moins la tension qu'il y a en bas du condensateur, donc en fait, en soi, c'est 0.
Donc VA égale VE, c'est la tension totale du pont diviseur, divisé par ZC sur ZR plus ZC. Si je remplace encore les valeurs, bon, j'y verrai pas trop d'inconvénients si je fais 2-3 petits raccourcis, bah, ça devient 1 sur J oméga C divisé par R plus 1 sur J oméga C. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? V égale VE moins R. Alors, je sais pas d'où sort le moins, mais j'imagine que tu voulais mettre une multiplication. Ah d'accord, ok, je viens de comprendre ce que tu voulais faire. Ok, alors Nano, c'était bien tenté pour le coup, mais faut bien garder la bonne expression du pont diviseur. Le pont diviseur, c'est toujours la tension totale multipliée par l'impédance concernée divisée par la somme de toutes les impédances. Ça marche avec des résistances, forcément ça marche aussi avec des impédances. Il suffit d'être en complexe. Donc ici, c'est exactement ce qu'on a fait en fait. Si je reviens sur le schéma, on a VB ici, ce qui fait qu'en fait, on a la résistance R qui est concernée par le pont de droite. Par contre, sur le pont de gauche, c'est le condensateur C qui est concerné par le pont de gauche. VE, on le prend en complexe? Oui aussi. En fait, tout est en complexe ici. Je vais le marquer vite fait. On a des expressions d'une impédance qui n'est pas complexe pour les condensateurs et les bobines. Une impédance qui n'est pas complexe pour les Ou condensateurs alors et les ce serait bobines. reprendre l'expression qu'on connaît avec la dérivée du courant. Ben ouais, je pense qu'à ce moment-là, tu t'obliges à rester dans le domaine des réels et à utiliser les dérivés plutôt que les impédances complexes. Ah, parce que là, en fait, on travaille pas avec de courant direct. On travaille pas du tout avec les courants. On travaille On juste travaille avec les qu'avec des tensions, impédances. ouais. C'est ça. Parce que justement, si on faisait apparaître les courants, ça compliquerait. Ben ça, oui, ça ferait que compliquer la tâche en fait. On n'est pas obligé de les faire apparaître. Et en fait, les ponts diviseurs de tension, c'est un bon exemple de ça. Millman est aussi un bon exemple. On refait un autre Millman pour confirmer un petit peu les délires. Donc VS. VS, maintenant, je vais le définir selon ce qu'il est exactement ici. VS, c'est VA moins VB. C'est pas compliqué jusque-là. VA moins VB. Et à partir de là, je vais simplement faire la soustraction des deux formes qu'on a juste au-dessus. VA moins VB, ça veut dire que ça vaut donc VE fois R sur R plus J, etc., moins la forme que j'ai juste ici. Ça, c'est VS. À partir de ça, je vais commencer à grouper un petit peu les valeurs. Donc, vous voyez qu'il y a un truc qu'on peut déjà grouper, c'est VE sur R plus 1 sur J oméga C. Donc ici, juste regrouper le dénominateur juste là. Grosse fraction. On va avoir R pour la partie du coup qui est dédiée à VA, moins 1 sur J oméga C pour la partie qui est dédiée à VB. Et voilà l'équation qui est plutôt bien réduite. Remarquez qu'il y a encore 2-3 choses qu'on devrait pouvoir réduire. Alors, première chose qu'on pourrait faire, c'est isoler VS sur VE. Comme ça, on a une partie tension et une partie uniquement impédance. Hop, VS sur VE égale 1 sur tout ça, etc. Donc forcément, je vais faire passer le numérateur au-dessus. Voilà. Jusque-là, normalement, si vous suivez bien, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. S'il y a quelqu'un qui est perdu, il est temps de le dire tout de suite. Est-ce qu'on va faire un composé là? Pardon? Est-ce qu'on va faire un composé en multipliant par R plus plus 1 sur J oméga C ou R moins 1 sur J oméga C? Eh ben, c'est exactement ce qu'on allait faire. Très bien vu. On remarque Pour réduire cette effectivement que fraction. les deux nombres ils sont conjugués. On peut C'est ça. simplifier. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est multiplier toute la fraction par le conjugué sur le conjugué lui-même en fait. Donc ça fait ça. Sachant que, hop là, j'ai oublié un moins. Sachant que cette partie-là, c'est ça vaut 1 en fait. Donc c'est quelque chose sur ce même quelque chose, donc forcément sur une fraction ça vaut 1. Donc on a le droit de les multiplier. La multiplication d'une fraction, enfin de deux fractions, revient à multiplier chaque partie de chaque fraction. Donc à ce moment-là, on a Identité la partie invariable. au-dessus au carré Mmh. divisé par donc là ça devient
Je vais quand même faire une petite étape entre les deux. Juste ici. Et donc ça, on a deux nombres complexes qui se multiplient par leur conjugué. Donc forcément, on va pouvoir réduire ça assez simplement. Et si quelqu'un se rappelle un petit peu de ces formules de troisième, ça nous fait simplement r carré moins hop là, moins 1 sur j oméga c, le tout au carré. Tout au carré, je vais sortir ça de la parenthèse. Voilà. Si je développe le carré, bah ça fait du coup qu'on a 1 sur j oméga c, le tout au carré. Hop, je sors ça. Et du coup, on a moins i. Exactement. Ça fait une petite simplification grâce au complexe j. Donc j carré, ça fait moins. Donc ça fait r carré moins 1 sur moins oméga c carré. Donc le moins, je vais le distribuer. Ça va devenir r carré plus 1 sur oméga c carré. Techniquement, en fait, on met plutôt oméga 2 c2. C'est un peu une forme conventionnelle d'écriture en électrique. Alors, bien évidemment, il se met sous l'exposant. Voilà. Et la partie au-dessus, du coup, alors est-ce qu'on la garde comme ça? Est-ce que c'est pertinent de la garder comme ça? Est-ce qu'on la développe? Est-ce que c'est mieux de la développer? Qui a des idées? Alors, ça fait apparaître une identité remarquable. Je pense pas que ce soit le plus judicieux. Ça peut être intéressant parce que on aurait r carré plus 1 sur oméga carré c carré et on aurait juste moins 2 r j sur j oméga c. Ça marcherait si c'était que des multiplications, en Ah fait. oui, c'est vrai. Donc là, on est obligé d'en rester là, je pense. Mais ça peut déjà aider sur le fait que ce truc-là, en fait, on peut le résumer en deux choses différentes. Alors effectivement, le développer, ça aurait pu aider. En vrai, on peut carrément le développer. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vais quand même le développer. En fait, c'était une bonne idée, Flopa. Ce qui nous permettrait de... Ce qui nous aiderait, en fait, sur ce développement, c'est qu'on ait quelque chose de réel, plus quelque chose de complexe. Donc, déjà, ce que j'ai juste ici, là, 1 sur r carré plus tout ça, c'est forcément réel parce qu'on n'a aucun nombre complexe. Je multiplie ça par la grosse parenthèse ici que je vais développer tout de suite. Ça va faire r carré. Donc, moins 2ab, ça fait moins... moins. Ça nous fait moins 2r sur j oméga c. Plus 1 sur j oméga c carré, ça fait moins... Hop là. Je comprends pas pourquoi est-ce que ce qu'on est en train de faire, ce que tu es en train de faire, pourquoi est-ce qu'on peut pas garder l'expression qu'on avait en haut, tout simplement, et la calculer? En soi, on peut. Alors, on peut calculer ça. Ça, on peut en rester là. En vrai, ça change pas grand-chose. C'est un résultat, c'est quelque chose qu'on peut exploiter. Mais si on veut aller plus loin dans le développement, ça peut être pratique pour certains qui n'ont pas les calculatrices adaptées, par exemple. Grâce à ça, en fait, on peut isoler encore plus de nombres réels. Donc là, ici, on sait qu'il y a deux trucs réels ici. Donc il y a r carré. Et il y a, du coup, ici, ça devient moins 1 sur oméga 2 c2. Et ça, c'est aussi réel. Là. Et donc, il ne nous reste plus que le multiplier par 2r sur j oméga c. Moins 2r sur j oméga c. Et en fait, on a bel et bien une partie réelle et une partie complexe. Tout simplement. Je peux même convertir le nombre j ici. Si je multiplie par j de chaque côté, donc si je fais ça multiplié par j, et ça multiplié par j aussi, vous allez bien voir que là, du coup, je vais avoir j carré en une fois de plus. Donc ça va devenir encore un moins. Donc le moins ici va virer, parce qu'on va avoir moins. Et donc je vais avoir 2 JR sur oméga c. Et voilà notre partie complexe. Et en fait, je peux mettre le J ici pour montrer que c'est bien la partie complexe. Voilà. Après, bien évidemment, on peut en rester là. Ça marche aussi. C'est peut-être même plus simple à calculer. Puis ça peut éviter des erreurs supplémentaires si on veut développer alors que ça n'a pas vraiment besoin de développer en fait.
Voilà. Mais là, du coup, je vais dire, oui, mais là, on a une partie réelle qui est facteur d'une partie imaginaire. Nous, ce qu'on voudrait, c'est une somme, pas un fois au milieu, pour reconnaître un nombre dont on a l'habitude. Parce que là, on n'a pas vraiment séparé les deux parties. Ah, mais attends. On a un fois, c'est en facteur. En fait, ça veut dire une chose, ça. Je m'en suis même pas rendu compte au final. En fait, ça veut dire que tout ce nombre-là, il est uniquement complexe. Parce qu'on n'a pas de partie complètement réelle. C'est comme ça que je vois ça, en tout cas. Et du coup, Parce que quand on de là, repasse dans les réels, on le voit pas systématiquement. Mais une fois qu'on isole tout ça, voilà, on a un facteur multiplié par quelque chose, etc. Mais on voit que... Ah, mais attends. Ah non, j'ai fait une grosse erreur. Grossière erreur. Oh, ben, Dieu. J'ai pas développé. Ouais, non, va falloir oublier ça. Hein. Hop là. Bon, on va rester à cette équation-là. Elle était bien. Ah, mais tu fais des simplifications, elles sont quand même dangereuses. Hein. Ouais, elles sont un peu dangereuses Je et suis je pas pense que je finirai sûr un que moment. tu aies le droit de faire tout ce que tu fais. J'ai un peu hésité. Bon, c'est bien comme c'est comme ça. Tout ce qu'il nous suffit de faire maintenant, en fait, c'est de réduire tout ça à une forme algébrique, rectangulaire par exemple, en utilisant A plus JB. Si on revient à l'exercice, exprimer VS en fonction de VE, RC, oméga, ça on l'a déjà fait depuis longtemps, on l'a fait juste ici. Donc s'il nous donnait un petit pro-tips ici, il y avait marqué exprimer la tension au bord du condensateur de la branche de gauche, ou la formule diviseur de tension, même chose avec aussi le diviseur de tension sur la résistance de la branche de droite. C'est exactement ce qu'on a fait. On n'est pas passé par un seul courant. Montrer que VS et VE ont la même amplitude, mais des phases différentes. Exprimer le déphasage entre les deux tensions en fonction de RC oméga. À ce moment-là, il va falloir commencer à étudier notre impédance du circuit. Donc, pour montrer que VS et VE ont la même amplitude, je marque comme ça, VS et VE ont la même amplitude. Qu'est-ce qu'on fait? Tiens, quelqu'un a-t-il une idée de comment est-ce qu'on pourrait faire pour montrer qu'ils ont la même amplitude? Pour montrer que leurs modules sont égaux. Exactement. Et si on veut montrer que leurs modules sont égaux, donc ça voudrait dire, alors je vais noter exactement mot pour mot ce que tu viens de dire. Montrer que leurs modules sont égaux, ça voudrait dire que module de VS divisé par le module de VE, ça vaudrait combien ça en fait? 1. Ça vaudrait 1, exactement. À partir de ça, en fait, ça simplifie pas mal la tâche parce que maintenant, il suffit d'étudier notre impédance complexe qui est juste là. Par exemple, il y a ça. Par exemple, il y a ça. Il y a plein de manières de l'étudier maintenant qu'on a plein de formes différentes. Par exemple, il faudrait dire que ce truc-là vaut 1. Alors, comment est-ce qu'on pourrait le prouver? On prouve. Est-ce que ce truc-là vaut 1? mais il vaut un si... Non. Dans les modules, pardon, je ne les ai pas encore mis. Oups. Module. Avec un module. Voilà. Du coup, oui, il vaut un. Voilà, là on voit clairement qu'en fait on a deux modules de nombres qui sont juste opposés par une seule chose, c'est qu'il y en a un qui a une partie complexe négative et un qui a une partie complexe positive. C'est parce qu'il faut dire que le module d'un... Mince. Comment on dit? Tu peux écrire la formule avec les racines carrées? Ouais, Tu passes juste je peux de l'autre développer. côté, tu remontes voilà, tu remontes ce qui est au dénominateur en haut, et après tu peux exprimer avec les racines carrées. Tu te rends compte que les deux expressions dans les racines, elles sont les mêmes, puisque moins x au carré, moins x avec des parenthèses au carré, c'est égal à x au carré. Donc on a bien le même nombre à la fin. C'est parce que le module d'un argument, c'est aussi l'argument du... aussi le module de... En gros, l'argument de Z, si tu le mets en module, c'est la même chose que le module de Z. Si Et tu te places, si ça. tu te places sur un cercle trigonométrique et que tu prends un angle, si tu te places sur un cercle et que tu prends un point X et que tu prends son conjugué, donc c'est juste le même point en dessous de la ligne des X à la même hauteur en fait. Et bah si tu traces un trait,
entre le point. Il va faire le schéma pour que tu comprennes. Voilà, alors je suis juste en train de tracer les deux nombres complexes qu'on a ici. On a R moins J oméga C, moins 1 sur J oméga C, et R plus 1 sur J oméga C. Alors on imagine qu'on a R ici, et dans la partie complexe, on a 1 sur J oméga C ici. 1 sur J oméga C. Alors ça peut être 1 ou moins 1, ou peu importe, en tout cas c'est une distance. Pareil ici. Donc en fait, on a un nombre complexe qui est là, et un autre qui est là, et on veut savoir du coup si leurs deux modules sont équivalents. Et en fait, par définition, les deux modules, c'est les distances. Et on voit que c'est juste deux triangles qui sont inversés. Donc forcément, les modules sont exactement identiques. C'est ce que prouve exactement cette formule-là. Je vais la mettre juste là. C'est QFD, in fine, comme on dit. Donc ça, c'est pour prouver que les deux tensions VS et VE ont bel et bien le même module. Donc en fait, ça, c'était le module de Z. Maintenant, on prouve que... alors, qu'est-ce qu'il faut prouver? Mais des phases différentes. Alors, il faut prouver que... Alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin de prouver que la phase est différente? Mais en vrai, rien que le fait qu'on ait deux nombres complètement opposés comme ça, en fait, ça veut forcément dire qu'on aura une opposition des... Il y aura un problème de phase, quoi. Il y aura... Quoique non, c'est pas vraiment très très scientifique ce que je viens de dire, en vrai. Il faudrait qu'on le montre proprement. Alors, quelqu'un a une idée de comment est-ce qu'on pourrait prouver que les arguments sont différents, ou en tout cas, comment on pourrait calculer l'argument qui donnerait du coup la phase différente? Qu'est-ce que l'argument exactement de VS sur VE? Qu'est-ce que l'argument de l'impédance du circuit? Qu'est-ce que... parce que je vais marquer là, en fait, c'est argument de Z. Sachant que Z, c'est toute la partie qu'on a déterminée juste ici, là. VS sur VE égale Z égale... c'est pas vraiment Z, en fait, c'est une fonction de transfert, plutôt, c'est H. On va plutôt appeler ça H. C'est la même chose, hein, Z ou H. C'est juste que Z, normalement, c'est un truc qui différencie une tension d'un courant, et H, c'est quelque chose qui différencie une tension d'une autre tension, ou un courant d'une autre courant. Donc si je pars de ça, l'argument de H, c'est quoi? C'est une histoire de tangente. Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle de ce qu'il y a dans la tangente juste ici? H, c'est le nombre complexe qui équivaut à VS sur VE. Juste là. La Quelqu'un qui est partie perdu, imaginaire. je peux dire. La partie imaginaire sur la partie réelle. Signe sur Exactement. cos. Imaginaire de H sur réel sur H. Réel de H. Et du coup, comme on a moins imaginaire pour l'autre, ça veut dire que c'est moins tanné dans la logique. On va voir ça juste après. Je Donc, suis je vais pas développer sûr que tu as le droit de sortir le moins. Pas sûr non plus. Hein. Pas sûr. Je me suis trompé. C'est... Oui. C'était une bonne question en tout cas, c'est bien de le préciser. Alors, je vais juste écrire ici. Alors, il faut qu'on dissocie bien comme il faut la partie imaginaire de la partie réelle. Comment est-ce qu'on peut faire ça? En fait, on l'avait fait tout à l'heure, en fait, je viens de me rendre compte. C'était là qu'il fallait développer. Peut-être falloir redévelopper. Bon. Est-ce que j'ai pas les historiques? J'ai même pas enregistré le truc. Let's go. Bon, on va redévelopper alors. On va repartir de ça. Ça, c'est ce qu'on avait trouvé à la fin. Il faut qu'on isole une partie imaginaire et une partie réelle. Si vous avez la calculatrice, vous partez du début de ce qu'il y a là, de H égale R moins 1 sur J oméga C et R plus... vous partez juste de ça, vous donnez à la calculatrice, elle va tout vous donner. Donc il suffirait de demander à la calculatrice l'argument de la fonction de transfert. Ce qu'on est en train de faire, c'est le faire un petit peu à la main quand même pour voir comment se comporte par exemple l'argument. Tiens, il se trouve qu'on avait prouvé tout à l'heure que, par exemple, l'argument d'un nombre A, peu importe lequel, multiplié... Hop là, c'est la glissade. L'argument d'un nombre B. C'était quoi ça? C'était l'argument de A plus B. C'est l'un des exemples où l'argument se révèle assez utile. En fait, c'est les mêmes propriétés que le logarithme. Ou l'exponentielle aussi.
Donc grâce à ça, en fait, on peut faire pas mal de combinaisons sur ce qu'on a juste ici. Et peut-être que là... Ah bah voilà. Argument de A fois argument de B égale argument de A plus B. En fait, ça veut dire que si j'ai argument de A divisé par argument de B... C'est argument de A moins B. Exactement, très bien vu. Donc forcément, à partir de là, ou forcément aussi, donc argument de A carré, c'est 2 fois l'argument de A, et ainsi de suite. Donc, bah on peut partir de ça, en fait. Donc on cherche l'argument de H. Argument de H. Loïc, on est à ton écoute. Donc l'argument de cette partie-là, on va pouvoir le dissocier en plusieurs parties différentes. Ça nous permet de faciliter la tâche. C'est pas argument de A sur B. Ça m'étonnerait. Donc Non, argument de parce que- A sur B. Ah oui, oui, attends. Hop. Parce qu'on n'a pas fait une immense connerie. Non, bah non, parce que arg de A sur B, c'est comme si tu dis argument de 1 demi, c'est pas égal à argument de 1 moins 2. Ça marche pas. Attendez, on va regarder 2 secondes. Je viens d'avoir un immense trou de mémoire là. Argument de nombre complexe. Si quelqu'un veut nous trouver ça vite fait, s'il a ça sous la main. Je viens d'avoir un giga trou de mémoire là. Tu m'as mis un giga doute. Je suis presque convaincu que Ah. c'est argument de A sur argument de B. hein. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Argument de Z sur Z' égale argument de Z moins argument de Z'. Même formule que les ln. Que les Ouais, c'est logarithmes. ça. Et là, on a inversé, je crois. Ah, c'est un beau quiproquo là. Aïe aïe aïe. Bon, Non, mais- j'espère que ça vous fera pas dans une petite impasse d'incompréhension, mais vous en faites pas. Ça va bien aller. Ça va se passer. Mettez ça quelque part dans un coin et puis apprenez-le par cœur. Je sais pas, mettez-le au-dessus de votre lit, mettez-le sur un carton et affichez-le dans la cuisine. Donc ouais, effectivement, ça permet de simplifier plus facilement. Bien vu, Loïc. Alors, bah, on va commencer à développer du coup. Donc on a argument de A sub B, donc là, à ce moment-là, on pourra commencer à développer proprement avec les équivalences. Donc c'est nouveau. Argument de la partie qui est au-dessus. Donc ça, c'est l'argument de tout ça au carré. Ah, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir utiliser les exposants aussi. Moins l'argument de la partie qui est en dessous, donc R carré plus, etc. Là, on a déjà pas mal de choses à simplifier. Première chose qu'on pourrait simplifier, c'est bah déjà l'exposant. Donc ça, je vais l'écrire tout de suite. Donc ça nous fait 2 fois l'argument de ce qu'il y a là. Hop. Moins l'argument de ce qu'il y a là. Alors, je crois que quelqu'un pourrait me donner un petit indice sur ce que vaut cet argument de ce nombre, qui a une caractéristique assez simple, en fait, c'est que c'est un nombre réel. Quel est l'argument d'un nombre réel? Surtout s'il est positif en plus. C'est 0. C'est 0 exactement. Bien vu Kenza. Donc, moins 0. Donc, autant dire, il n'y a rien d'autre à marquer. Moi, je vais quand même garder le moins 0, comme ça c'est mis. J'ai failli confondre et dire que c'était égal à lui-même, mais je confondais avec les modules. Mais oui. Effectivement, t'as confondu avec les modules. Le module d'un nombre réel, c'est le module, c'est le nombre réel lui-même dans sa valeur absolue. Donc si c'est moins 1, par exemple, du coup le module de 1, ça devient. Vous avez compris. Donc 2 fois l'argument de R moins 1 sur J oméga C. À ce moment-là, on peut appliquer la tangente, je pense. Hein. À moins que. Est-ce qu'on nous demande d'autres choses? Quelles sont les fréquences les plus déphasées, les hautes et basses? Exprimer le déphasage entre les deux tensions. On n'a pas encore exprimé le déphasage, donc il va falloir qu'on le sorte. Donc là, on est encore sur argument de H. Maintenant, on va dire que argument de H, c'est phi. Et on va le déterminer proprement avec les formules de tangente. Donc là, 2 fois l'argument de ce qu'il y a là, bah c'est
ça va devenir assez simple. 2 fois c'est tangente phi, pardon. Ah non, c'est bien phi. Je crois que c'est arctangente, non? Non, c'est bien tangente. Donc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Partie imaginaire, c'est donc ce qu'il y a juste ici là, moins 1 sur j oméga c. Rappelez-vous, si on fait la petite manipulation, en fait, ça nous donne plus j 1 sur oméga c. Donc la partie imaginaire est au-dessus, la partie réelle est en dessous, juste là. On est bien en positif-positif, hein. Faut faire attention, des fois la tangente elle inverse les signes des phases, parce qu'on est dans un certain cadran du cercle trigonométrique. Là il se trouve qu'on est en positif-positif. Normalement ça devrait être le bon nombre qui nous donne. Si je poursuis avec ça, je peux réduire la fraction par exemple, donc ça nous fait 1 sur ça nous fait 1 sur oméga RC, tout simplement. Donc maintenant, il va falloir étudier cette petite formule. Il faut qu'on sache quand est-ce que cette valeur, donc, qui vaut phi, hein, donc ça c'est bien le déphasage, quand est-ce que phi est le plus grand et quand est-ce que phi est le plus petit par rapport à oméga. Donc quand oméga tend vers plus infini par exemple, tend vers plus infini, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir phi égale 2 tangentes de 1 sur quelque chose qui vaut l'infini en fait, donc tangente de 0. 2 tangentes de 0, 0 est un nombre réel, bon, je vous passe des détails. En fait, tout ça, ça vaut 0. Phi égale 0 pour oméga qui tend vers plus infini. Par élimination, on peut tout de suite dire que c'est quand oméga tend vers 0. On va quand même faire la petite analyse. Si je fais une grossièreté, interrompez-moi tout de suite avec des alarmes et des sirènes abominables. J'allais dire, heureusement que tu as effacé ça, et heureusement que tu m'as expliqué à l'oral, parce que tu mets ça dans une copie de maths, ça passe pas. Hein. Vous Ouais, n'avez pas le droit effectivement. de mettre un égal. Mais oui, vous avez compris ce qu'il a fait. Tend vers 0. Bien vu. Et donc quand oméga tend vers 0, ici on a 2 tangentes de quelque chose qui tend vers l'infini. Certains mathématiciens vont mourir, mais n'en faites pas. De quelque chose qui tend vers plus infini. Et tangente de quelque chose qui tend vers plus infini, c'est par définition pi sur 2 ou moins pi sur 2. En plus infini, c'est pi sur 2. Parce qu'on est dans le cadran positif, rappelez-vous, R plus J oméga J1 sur oméga C. Donc forcément, on va avoir quelque chose qui tend vers pi sur 2, 2pi sur 2, donc la phase qui tend vers pi. Et voilà. Donc on a déterminé les valeurs d'ailleurs, on n'était pas obligé en soi, mais on l'a quand même fait. Quelles sont les fréquences les plus déphasées? Hautes ou basses? Ce sont les fréquences basses. Où on a exactement un déphasage de pi, donc où la tension de sortie est en parfaite opposition avec la tension d'entrée. Et donc pour revenir sur ce qu'on pensait au tout début, alors je sais plus exactement qui c'est qui avait dit que ici on a forcément VS qui est toujours la même, quel que soit ce qui se passe. Il faut bien faire attention au comportement temporel. Effectivement, si on est dans une situation où on n'a pas de variation temporelle, c'est comme on l'a vu quand on a une constante par exemple, il y a pas grande question à se poser en fait, VS égale VE par exemple, ou peu importe. C'est comme ça qu'on peut faciliter grandement la compréhension des exercices en se basant juste sur les petites approximations. Par exemple, le fait de savoir comment se comportent les composants en régime transitoire. Ce petit tableau qui est juste là. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire? Là, on a vu pas mal de choses. On a vu les régimes transitoires avec les approximations des composants. On a vu l'étude de l'argument, du déphasage, l'étude du module, donc des différentes amplitudes. On a vu l'étude des circuits par les pans diviseurs de tension. On a vu Millman dernièrement. Je pense qu'on a déjà fait pas mal de choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose sur cet exercice-là, ou est-ce qu'on passe à autre chose? Est-ce qu'on a d'autres choses à faire? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à proposer, par exemple? Faire un exercice basique, transformation de circuit. Comment on est passé? C'est un circuit compliqué. Soit on peut faire peut-être une transformation triangle-étoile, théorème de Kennelly. Ah oui, oui. Oui, pas cette connerie. Comment on est passé de la tangente à l'argument? Alors en fait, on a fait l'inverse. On est passé de l'argument à la tangente. Au début, on a utilisé que les arguments. En fait, bon,
On a juste posé ça pour rappeler exactement comment fonctionnait l'argument d'un nombre complexe. Mais à partir de là, donc ça c'était les rappels de comment fonctionne l'argument, on a posé l'argument de h, et puis on a développé la valeur elle-même de l'argument. On a posé l'argument du numérateur, moins argument du dénominateur. On a développé l'exposant, on a dit que l'argument d'un nombre réel c'est 0, et ainsi de suite. Et à un moment, on s'est dit, ok, on a une forme définie. Quelle formule est-ce que vous n'avez pas vue par hasard? Et tu comprends pas d'où sort le tangente? Faut se souvenir qu'en mathématiques, la fonction tangente, elle est définie comme le rapport de la fonction sinus sur le cosinus. Ah oui, bien Et vu. vu qu'on a un nombre complexe, on l'a dit tout à l'heure, ça peut s'écrire sous la forme une partie réelle cosinus de quelque chose plus j sinus de quelque chose. Et vu que tangente est une fonction qui agit sur les réels, alors on prend juste la partie imaginaire et la partie réelle. Et donc, si tu te souviens de tes cours de terminale, la partie imaginaire, faut pas prendre le j dedans. Donc c'est juste de là d'où vient cette formule-là, la formule du tangente. Je crois pas qu'on a vu la formule avec l'argument, mais maintenant que vous le dites, tout semble logique. J'ai compris, en fait, j'ai pris le problème à l'envers. Exactement, c'est ça. Faut toujours regarder le bon ordre des choses. C'est formule du ln, exactement. Il faut juste rappeler de comment se comporte le ln, et voilà. Rappelez-vous de ce qu'a mis Loïc dans les ressources. Je vais l'épingler d'ailleurs, ça peut être intéressant. Je vais d'ailleurs le mettre là. Analogie au comportement de ln. C'est la même chose pour l'argument. Ok. Théorème de Kennelly. Théorème de Kennelly, honnêtement, c'était rien d'autre que de l'application de formules. Par contre, quelque chose qui peut être intéressant, c'est de voir les conversions de gros réseaux de résistance. Je vais essayer de chercher un. C'était plutôt ça que j'avais en tête, oui. D'accord. Électrique. Si vous avez quelque chose sous la main, n'hésitez pas à le donner. C'est dommage, il y a très longtemps, j'ai des exercices de Bachar. On avait fait ça dans le groupe de tutorat il y a déjà plus d'1 an. Mais les groupes Teams, ils ont disparu. Sinon, j'aurais donné des exos de Bachar sur là-dessus. Effectivement, oui. Mais je vais chercher. Peut-être que dans les évaluations, il y a des bons exercices là-dessus. Ah bah tiens, j'ai une petite image qui pourrait être intéressante. Alors, là on a un petit circuit assez simple. Avec plein de points différents. On pourrait demander pas mal de choses sur cet exercice-là. On va dire partie 1. Calculer la résistance équivalente de tout le circuit. Je dirais même entre A et B. C'est peut-être plus logique de dire ça. Entre A et B. Résistance équivalente entre A et B. On pourrait dire on impose dans la boucle connectée à AB, AB, un courant I qui vaudrait combien je dirais par exemple 100 mA. Et puis on peut se dire avec R égale combien, on pourrait dire 1 kOhm. Hop là, c'est raté. Calculer le courant, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le courant entre C et D, dans la branche CT. Ça, c'est un exercice typique de finale. Donc résistance équivalente, ça c'est non, c'est même pas ultra basse, c'est une j'ai même plus les mots. C'est tellement fondamental que si vous savez pas faire ça, je doute de votre réussite de l'UV. Ouais, c'est la grande ça veut base. pas dire que je vous prends pour un idiot, hein. Si le truc est compliqué, ça peut être compliqué de faire des circuits équivalents. Hein. Bon, effectivement, mais bon, doucement les mauvais mots quand même. C'est pour ça,
Des circuits simples, faut savoir faire, mais des circuits plus compliqués, parfois on peut passer à côté. Mais ouais, c'est quand même, c'est presque. Dans le final, il va y avoir beaucoup d'exercices comme ça, et ça va pas forcément des trucs simples. De Mais mémoire, en faut tout pas non cas, plus avoir peur. Faut faire ça de manière méthodologique. ouais, de ce que je me souviens, c'est souvent la même chose en fait. C'est souvent qu'on a plein de petits exercices pas trop compliqués, mais qui abordent pas mal de choses complètement différentes. Et donc le final, il fait, je sais pas, 3-4 pages, recto et verso du coup. Mais finalement, en fait, c'est pas mal de petits exercices qui se résolvent bien un par un. Donc voilà, faut pas avoir peur, mais faut bien connaître ces petits principes. Donc effectivement, Nano nous l'a dit déjà. J'espère que vous avez eu le temps de calculer. À défaut, ne vous spoilez pas. Ce circuit en résistance équivalente, il vaut 4 R. Pourquoi il vaut 4 R? Si je reprends donc l'image que j'ai juste là. Hop là. Première chose qu'on peut faire, c'est simplifier la branche qui est juste ici. La branche qui est jusque là, c'est 3 résistances en série, une résistance de R, 2 R et R, ça fait 4 R au total. Donc ici, au total, on a 4 R. Ensuite, on simplifie les deux branches qui sont en parallèle ici, donc celle-là et celle-là. On a une branche de 4 R et une autre branche de 4 R. Deux branches en parallèle de valeur équivalente, c'est simplement la résistance divisée par 2. Donc ça devient du coup 4R divisé par 2. Donc entre C et D, on a 2 R. Et enfin, la totale. La totale entre A et B. Donc on a R plus 2 R plus R. Ça nous fait du coup 4 R. Donc ça doit prendre pas plus de 10 secondes et c'est quelque chose qui vous rapporte déjà quelques petits points. Rappelez-vous d'ailleurs, alors tout ce qu'on fait juste ici, ça fonctionne avec les résistances, mais ça fonctionne également avec les impédances. Donc n'hésitez pas à simplifier vos circuits impédants si jamais vous avez quelque chose que vous voyez qui est un peu redondant. C'est toujours faisable de simplifier les circuits avec des petites gymnastiques comme ça, par exemple. Par contre, il y a pas un truc genre avec les impédances, c'est l'inverse. Je confonds peut-être avec la loi des mailles et les lois des nœuds qui agissent différemment quand on Alors tu travaille confonds avec avec, des sinusoïdaux. tu confonds avec une chose, c'est les admittances. L'admittance, c'est l'inverse d'une résistance, et effectivement, à ce moment-là, tout s'inverse en termes de fonctionnement. Quand tu as deux admittances qui sont en série, c'est l'inverse de chaque admittance qui s'additionne pour former l'inverse de l'admittance équivalente. Et pour deux admittances en parallèle, du coup, il suffit de les additionner. Avec Y égale 1 sur R. Mais voilà, pas s'embêter avec ça. J'ai mis un petit aparté là-dessus sur ce document. Je me trompe pas, c'était juste au début, voilà, juste ici pour les pondiseurs de courant. Si on pose une admittance comme l'inverse d'une résistance, bah, ça simplifie pas mal de choses quand on utilise du coup les admittances. En fait, ça permet d'éviter d'avoir des 1 sur telle chose à la suite et à la suite et à la suite. Donc par exemple pour les pondiseurs de courant, ça aide pas mal. Quand on a un pondiseur avec plusieurs branches, c'est assez simple à calculer avec des admittances. Mais ne vous embêtez pas avec, c'est pas un truc qui est obligatoire. Juste sachez que l'admittance c'est 1 divisé par la résistance. Ça peut-être vous êtes demandé à un endroit très spécifique, mais si vous n'êtes pas trop confortable avec ça, ne vous obligez pas à faire des calculs avec cette admittance. C'est juste que ça permet d'aller un peu plus vite, enfin du moins encore un peu plus vite quand il y a des simplifications à faire. Alors, on impose dans la boucle connectée à AB un courant I égale 100 mA avec R 1 kΩ, calculer le courant de la branche CD. Donc là, avec les simplifications qu'on a fait juste ici, on peut déjà savoir pas mal de choses. C'est que donc on a un bloc 2R entre C et D, on a une résistance R ici, une résistance R ici, un courant de 100 mA. Donc là, avant même de faire des calculs, de savoir comment est-ce que vont se diviser les courants entre chaque branche, donc par exemple, je pourrais dire que là, on a un courant I1 entre A et C, un courant I2 entre C et D, etc. etc. Je ne vais même pas me baser là-dessus. Je vais juste reprendre donc ce que j'ai juste là, le circuit initial, et je vais le réécrire. En fait, ce circuit-là, il équivaut à une chose qui est assez simple. C'est comme c'est que des résistances en série ou en dérivation. Si je simplifie, alors je vais baser sur la deuxième simplification qu'on avait faite, celle qu'on a déduite comme étant du coup que la résistance entre C et D c'était 2R. Donc ici j'ai une résistance R, celle qui est au-dessus. Ici j'ai le point C, ici j'ai 2R, 2R, point D, et résistance de R,
point B. Hop là. J'ai 100 mA qui passent dans la branche. 100 mA. Et R égale 1K à chaque résistance. Enfin, chaque R égale 1K. Donc ici, on aura 2K. Si quelqu'un peut me dire le courant qui passe dans cette branche CD. En fait, la question elle est assez simple. La branche CD ici, comment on l'a simplifiée? C'est exactement 100 mA en fait, parce que c'est la même branche qu'il y a ici. C'est comme si ici on avait un bloc complet, et en fait qu'on se disait simplement, le bloc ici, de C à D, il reçoit 100 mA. Forcément, c'est le même courant qui passe dans la même branche. Ici, on a 100 mA qui arrive ici, 100 mA qui repartent ici. Donc, on sait forcément que dans ce bloc-là, il y aura 100 mA aussi. Quelle que soit la division. Maintenant, la division, on sait que ce circuit-là, on l'avait simplifié, c'était la première simplification qu'on avait faite. Si je reviens un petit peu avant, donc je vais retracer un petit peu le circuit. On a la résistance de 4R qu'elle a, et ici on a une autre résistance ici qui vaut aussi 4R. Moralité. Là, la déduction est assez simple. Le courant qui passe ici, le I qu'il y a ici, comme on a la même résistance de chaque côté, c'est le même I qu'il y a ici. Donc si je mets IX, c'est le même IX qu'il y a là. Avec I égale 100 mA. Donc si c'est le même courant de chaque côté, ça veut dire qu'on a une division égale. Ça veut dire que ce courant ici, c'est 50 mA. Voilà. Quand on regarde le circuit... Il a écrit ça parce que c'est juste la loi d'Ohm. Ouais. U égale RI. Vous savez que vous avez deux choses qui sont en dérivation, qu'on a de toute manière la même tension. Et donc, vu qu'on a la même résistance, la loi d'Ohm va dire qu'on a le même courant. C'est ça. Donc, grâce à ça, en fait, on peut calculer le circuit assez simplement. Juste ici, en fait, on n'a même pas utilisé le calcul de pondériseur de courant ou de quoi que ce soit. On n'a même pas utilisé de loi d'Ohm en soi, on a juste utilisé les logiques. Si on a deux résistances équivalentes de chaque côté d'une branche qui reçoit tant de courant, forcément, on le divise juste par 2. Donc, c'est 50 mA. Ce courant vaut 50 mA. Voilà tout. Donc, on a fait un petit exercice sur les réseaux de résistance. C'est assez simple de prime abord, mais il ne faut jamais se perdre là-dedans. Il faut toujours faire attention à comment les résistances sont connectées. Il faut toujours partir de la plus basse simplification à faire. Donc là, c'est ce qu'on a fait ici. On a commencé par la branche qu'il y a au bout, et ainsi de suite. Et en fait, on monte d'étage en étage. Est-ce qu'il y a des questions sur ce genre de truc-là? Je vais rappeler un truc qui est normalement évident, je l'espère. Si vous vous souvenez de l'analogie que j'ai fait au tout premier chapitre, on pouvait notamment retrouver le raisonnement là. On a des mêmes résistances, même difficulté de chemin. Même chose aussi pour savoir est-ce que c'est comment est-ce que le courant se divise. Au point C, on voit que le courant, il a le choix entre deux chemins. Du coup, il est intelligent et va y avoir une partie des électrons qui vont prendre le premier chemin et la deuxième partie des électrons qui vont prendre le deuxième chemin. Donc on sait qu'au point C, ça va bien être les courants qui vont s'additionner et pas les tensions. Et pour les tensions sur un schéma comme ça, vous voyez qu'en sortie au point C et en point D, vous voyez que vous avez le même fil en haut et le même fil en bas. Donc si vous avez le même fil en haut, le même fil en bas, c'est-à-dire que les potentiels ils sont égaux. Et donc c'est comme ça qu'on se souvient, si on a une petite hésitation, que en parallèle les tensions sont les mêmes et quand toujours en parallèle les courants se divisent. Voilà. Ouais, bien Moi, vu. c'est comme En fait, ça. C'est comme ça que j'ai retenu. On voit le même fil. Ça peut être aussi une idée quand on a des circuits qui sont très compliqués et qui sont dessinés d'une manière pas forcément la plus évidente, c'est de se dire, je regarde le fil. Où est-ce que le courant il peut partir? Est-ce qu'on retrouve des nœuds? Est-ce que le courant il peut se diviser en plusieurs chemins? Et regarder aussi tout ce qui est accroché au niveau des mêmes fils. Et donc c'est comme ça qu'on peut savoir, qu'on peut simplifier des tensions et retrouver qu'on a des tensions égales au même endroit. Il y a un bon exercice qui a été fait dans le charbon précédent où justement Pastèque il avait mis tout ce qui était d'un même fil d'une même couleur.
Ce qui fait que ça permet de visualiser beaucoup plus ce qui est en dérivation, ce qui n'est pas en dérivation. Ça peut, sur un circuit comme ça, c'est évident, mais sur un circuit plus compliqué, on peut vite se paumer et se dire, ah oui, qu'est-ce que là j'ai en dérivation, qu'est-ce que là j'ai en série. Et donc, dérivation, à partir du moment où on voit que le courant, il peut se diviser en 2, ou en 3, ou en 4, dérivation. C'est, voilà. Exactement. Je suis d'accord avec toi en vrai. Peut-être que j'ai. Ah tiens, il y a Devers qui nous avait lâché le charbon. Je sais pas où c'est qu'on avait fait ça. Ah, c'était là, je crois. Donc sur l'ancien charbon, sur le dernier charbon qu'on avait fait, c'était le 10 novembre. On avait fait ce genre d'exercice où il fallait bien regrouper les fils pour savoir exactement comment étaient connectés les composants. Et donc n'hésitez pas à faire ça si vous sentez que c'est un peu tendu de comprendre comment le circuit fonctionne. Donc moralité, voilà, faut pas hésiter à toujours savoir comment les composants sont connectés ensemble en simplifiant le circuit ou alors en le remplaçant comme ça, par exemple, comme ce qu'on vient de faire ici. Bref, donc là, vous pouvez le trouver un petit peu plus haut dans le channel ressources P, ça. Ça, on l'a fait. Et alors oui, il y avait un troisième truc que je voulais me dire. Il se trouve qu'avec ce qu'on a ici, on a tout ce qu'il faut pour déterminer la tension au bord de la résistance de 2R qui est au bout du circuit qui est juste ici. Donc là, maintenant qu'on a déterminé le courant qui passe dans CD, par exemple, ça doit devenir assez simple. Est-ce que quelqu'un peut avoir une idée de comment est-ce qu'on pourrait déterminer cette tension en borne de 2R? U égale RI, on a 50 milliampères et 1000, donc on fait 1000 fois 50. Exactement. 0,5, pardon. 0,05, enfin 5 fois 10 en 2, quoi. Donc c'est 2K multiplié par 50 milliampères. Du coup, ça fait 50. Ça fait 100. 100 volts. Non, parce qu'on a de résistance. Sec. Ouais. Il y a des réflexions qui sont assez intéressantes dans le channel ressources. Est-ce qu'on se serait pas trompé et on aurait utilisé tangente dans l'exercice d'avant au lieu d'arc tangente? Maintenant, il met le doute. Est-ce que c'était pas plutôt arc tangente que tangente dans l'exercice d'avant? Ah, c'est bien ce que je me disais. Effectivement. Ouais, ça devait être ça, ouais. C'était arc tangente, du coup, ouais, c'est ça. Bon, c'était un peu trompé. Ouais, c'est vrai que c'est plus logique, du coup, maintenant. En fait, dans une fonction de tangente, il doit y avoir un angle. Alors que dans une fonction arc tangente, c'est l'inverse. Peut-être que c'est logique de dire ça. Mmh. Ouais, c'est bien vu. Je viens de vérifier, c'est bien ça. Ouais. Bon, ça change pas grand-chose aux réflexions. En tout cas, les réflexions restent les mêmes. C'est juste gouré sur le nommage de la fonction. Bon, peu importe. Embêtant en ECA, c'est que si vous écrivez ça sur papier, on va pas trop vous en vouloir, mais en ECA, vous perdez tous les points, ce serait dommage. Bah, en tout cas, si la calculatrice, elle, elle écoute ça, quoi. Faut juste pas se perdre dans les calculs. Donc bon. Après, si on a un truc complètement aberrant, voilà, on retrouve une phase qui vaut pi. Bah, assez logique. Si on a une phase qui vaut quelque chose, si on prend le temps, du coup, ça ferait quelque chose d'absolument insignifiant. Donc je pense que faut aussi regarder toujours avec un esprit critique ce qu'on a comme résultat, ce que donne la calculatrice. Faut faire attention. D'ailleurs, les limites que tu as appliquées, eh bah, tu l'as fait inconsciemment, mais c'est les limites de la fonction arctan que tu as faites à chaque Ouais, fois. c'est ça. Bah, je l'ai inversé dans mon cerveau, je sais pas. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait ce truc-là aussi. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on pourrait faire? En vrai, sur ce truc-là, d'ailleurs, avec la tension, on n'était même pas obligé d'avoir le courant de 50 milliampères. En fait, on remarque que le circuit il est à peu près symétrique. Donc, en fait, ouais, de toute façon, à la fin, on aurait fini par utiliser le courant, mais on peut aussi les résoudre d'une autre manière. Après, je vous laisse ça à titre d'exemple ou d'exercice. Est-ce qu'il y a des questions? En soi, le reste, on l'a déjà fait dans les anciens charbons. N'hésitez pas à les relire.
Je vais lâcher ceux de l'année dernière aussi, ils sont assez intéressants et ils couvraient pas mal de choses que vous êtes censés savoir. Basez-vous sur ce que je vous ai donné à 18h là, le truc qui s'appelle Révi Charbon. C'est drôle comme nom. Il y a tout dedans, il y a tout de bien mis dessus, donc probablement que voilà, là-dessus vous aurez la plupart des choses que vous devrez savoir. Il y a des choses qui vous intriguent, n'hésitez pas à mettre des messages dans le channel, on a toujours sous les yeux. Plutôt le channel PLS1 du coup, parce que le channel de ressources mieux vaut pas trop le flood. Et à partir de ça, je pense qu'on devrait être bon. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a encore d'autres trucs à préciser, même hors PSA en vrai? Est-ce que vous avez, c'est une bonne question, est-ce que vous avez, même dans d'autres UV, certaines peurs dans d'autres UV? Vous En voulez vrai, être un peu rassuré? il y avait Polorotti qui voulait dire quelque chose, je crois. Le final de maths, peut-être? Ah, C'est quand votre finale? Nous, c'est jeudi. jeudi. Nous, c'est aujourd'hui et demain. Aïe, aïe, aïe. Ah, Bonne chance. Genre, finale en cours. Ah. Ah. Ah, il paraît qu'il y a un groupe aussi qui a eu un DM. Oui, 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 ah justement. non mais j'en ça, fais mais c'est, t'inquiète pas, c'est le groupe du scandale. C'est Ah, Monsieur ok. Lanuzel. Ah oui, d'accord. Oui, Ok. oui, oui. Soyez jaloux, et vous pouvez, parce que vous Ah, allez c'est mon groupe, ça. vous allez avoir des magnifiques examens, et eux, non. Ils peuvent en plus tricher, vachement bien. Nickel, nickel. Mais non, mais personne Mais va. et vraiment, en plus, faire avec la Nusel, t'as tricher, toutes les voyons. corrections sur Internet. Donc, vraiment. Mais non, personne ne triche, surtout pas pour un final. Ah ouais, voyons. qui a dit ça? Mais De quoi? Je veux bien les corrections, c'est lui. Va Ouais, voir mais- dans les channels MT1, j'ai envoyé déjà un petit truc. Nice, merci. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions dans les channels de MT1, parce que du coup, il y a Alexis Flèche qui est toujours sur le carreau pour répondre, donc profitez-en tant qu'il est encore là. je peux faire un C'est conseil quoi, pour les... c'est crédit Qu'est-ce que On tu disais t'écoute. Non, non. Vas-y, t'inquiète. Si je peux vous donner un conseil pour les maths, parce que moi aussi j'ai encore des maths, hein, donc j'ai mon final le lundi. MTC. Ouais, MTC, oui. C'est vraiment de bien analyser les énoncés. Ce qui est important, tous les énoncés de maths sont construits. C'est-à-dire que si vous savez pas trop comment avancer, peut-être regarder ce que vous avez déjà démontré, et parce que toutes les questions découlent les unes des autres. Donc, si on vous demande de démontrer une inégalité, c'est certainement parce qu'on doit la réutiliser quelque part. Donc il y a toujours un lien entre les questions que vous faites. Sinon, on ne vous le ferait pas faire. Du coup, si vous êtes bloqué sur un exo, relisez juste l'énoncé et peut-être que vous aurez l'idée. Exemple, vous travaillez avec des suites, on vous dit, on vous demande de calculer une limite, on vous demande de démontrer que c'est décroissant. Ah, tiens, j'ai un théorème dans mon cours qui utilise à la fois la notion d'une limite, à la fois euh, que c'est décroissant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va tendre vers une limite L, parce que la fonction elle est majorée, par exemple. Donc voilà. Faut aussi ne pas stresser. C'est un peu compliqué, Ouais, mais c'est pas toujours facile ça. Bon, et lire, on vous le dit tout le temps, mais lisez les énoncés jusqu'au bout. Moi, ça m'est arrivé que parfois, on travaille avec des matrices et on nous demande de démontrer des choses, et ensuite, juste dans la question d'après, eh ben, il y a le résultat qu'on est censé trouver, ce qui permet de vérifier est-ce que moi j'ai fait la bonne chose. Donc, parfois, vous avez des exercices où il y a la solution à la question juste après. Donc, ça peut être intelligent aussi de regarder tout l'énoncé et de faire le lien surtout. ça vaut pour tout. Combien de fois je me suis fait avoir avec les énoncés quand je les ai pas lus. Et puis qu'au final, je me suis fait trop de choses ou alors j'en fais pas assez, et puis je me finis par me perdre. Donc bon, on a assez dit. On a assez dit de choses. C'est pas banal non plus, mais il faut toujours y penser, quoi. Je vous mettrai ça, ce qu'on a juste sous les yeux disponible dans les channels de ressources. Je mettrai aussi les anciens charbons dans l'ordre et avec ce qu'il y a dedans. Donc, en attendant, n'hésitez pas à vous reposer si vous vous sentez un peu trop pris par les révisions. Ça sert à rien de se bourrer le cerveau. Donc, ouais, j'ai rien de plus à dire. Sinon, merci d'avoir fait confiance au PLSTech pour la PSA. Et plus qu'à croiser les doigts pour vos finaux. Et espérons que tout se passera bien. C'est bien. Et puis, bonne soirée, hein. Ouais, bonne soirée. Merci pour ce charbon, c'était très J'espère qu'on vous a agréable. pas trop perdu.
Non, ça allait, franchement. Ouais, tant mieux. Bien. Super. Ouais. Bonne soirée, alors. Merci pour Merci le d'être venu. charbon. Merci pour le Bonne charbon, ça soirée. fait plaisir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Merci, bonne bonne chance. soirée. Bonne soirée, ciao. Ciao.